sommes aujourd'hui en 2016, environ un quart de siècle après notre première rencontre, Thierry Gaudin, au ministère de la Recherche, je me rappelle très bien, 1 rue Descartes. On se rencontre et vous êtes en plein dans ce grand chantier de prospective où vous allez raconter le prochain siècle. Ça donne lieu à un livre qui se vend à des milliers d'exemplaires à l'époque, chez un des plus grands éditeurs français, Payot, ça s'appelle 2100, Récits du prochain siècle. Et nous nous apprêtons en 2016, un quart de siècle après, à nous poser la question de savoir, au fond, qu'est-ce qui, dans ce livre, dans ce vaste travail de prospective, s'est révélé juste, qu'est-ce qui s'est révélé faux, et qu'est-ce qui a été oublié aussi. Ça, c'est peut-être aussi très, très intéressant, c'est qu'est-ce qui a été oublié. Mais, d'une certaine manière, quand on ouvre ce livre, 2100 Récits du prochain siècle, un quart de siècle après, on est saisi par le fait que finalement, contrairement à beaucoup de oui-dire, où on dit la prospective c'est très bien, mais enfin, bon, très souvent c'est faux. Et bien là, un peu comme Jules Verne, comme quand on lit les livres de Jules Verne, on est saisi par le fait que ce livre, finalement, raconte assez bien ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Alors, au fond, d'abord, commençons par le côté sympathique. Qu'est-ce qui s'est révélé complètement juste? Puis peut-être on parlera un peu de ce qui s'est révélé faux. Et puis on parlera aussi au fond, ce qu'on veut faire cette année, c'est-à-dire un colloque où on fasse un peu ce bilan. Alors, comme ça, à brut de décoffrage, un quart de siècle après avoir travaillé pratiquement 30 ans sur ces questions, au fond, Thierry Gaudin, qu'est-ce qui est juste dans ce rapport que vous remettez à l'époque? On avait, pour la commodité, pris 3 périodes. 1980-2020, alors nous sommes en plein dedans. 2020-2060 et 2060-2100. Donc 3 périodes de 40 ans. Donc si on relie 1980-2020, c'est assez curieux de voir que la description qui en est faite est assez juste, finalement. Est assez juste. Par exemple? Par exemple, l'agitation du business, les spéculations financières, les crises et, je dirais, cette grande transformation due aux capacités de calcul et à la loi de Moore, en quelque sorte. C'est-à-dire la ça, c'était pas évident, parce que peu de personnes l'avaient vu à l'époque. Et pourtant, rétrospectivement, on se dit c'était évident, mais au fond, cette montée de l'informatique, ça a été inouï, en fait. Ça a été, Alors, les points faibles, c'est qu'on avait un petit peu surévalué la population. On pensait qu'on monterait au-delà de 10 milliards. Aujourd'hui, la dénatalité a été finalement plus forte qu'on imaginait. Aujourd'hui, on a tendance à dire on va plafonner vers 9, 9,5 peut-être. Et puis, ce qui est plutôt une bonne nouvelle d'ailleurs. Oui. Par rapport aux limites de la planète, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis aussi, on n'avait pas vu venir le fait que la population serait très réticente vis-à-vis des OGM, des organismes génétiquement modifiés. Et en particulier, c'est tout le problème de la relation avec la biosphère. À l'époque, on commençait à penser à l'idée du jardin planétaire au lieu de penser au développement durable qui est un oxymore, une contradiction dans les termes. Mais c'était pas encore aussi clairement dit, aussi clairement affiché. Alors, ce qui me frappe tout de suite en ouvrant ce livre 25 ans après, aussi, c'est le sujet hyper chaud, c'est le cas de le dire, d'aujourd'hui, c'est le réchauffement climatique. Il est déjà là, il est déjà prévu. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, à l'époque, les chiffres qu'on avait, c'est entre 3 et 6 degrés sur un siècle. Ça correspond à ce que dit le GIEC maintenant, c'est-à-dire... et le GIEC, c'est des milliers de chercheurs. Ils n'étaient pas là à l'époque. C'est le rapport Brundtland qui les a déclenchés.
Une montée des océans de l'ordre de 60 cm, et c'est aussi conforme à ce que le GIEC dit maintenant. C'est-à-dire il y a beaucoup de mouvements d'opinion, de mouvements politiques qui se sont déclenchés depuis, mais je veux dire, les estimations, elles n'ont pas tellement bougé. Hein. Peut-être d'ailleurs, finalement, on pourrait dire que historiquement, le plus difficile pour un prospectiviste, c'est de résister aux lobbies. Oui. Qui veulent vous faire dire des choses qui ne sont pas dans vos... Alors là, nous, on avait quand même la chance au ministère de la Recherche, notamment avec comme ministre Hubert Curien, qui était un homme de science, qui n'avait rien à faire des lobbies. Voilà, donc ça a été aussi peut-être aussi quelque chose, une sorte de particularisme, parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'un travail de même ampleur ne pourrait pas être immédiatement... Est-ce qu'on pourrait le faire aussi paisiblement qu'on l'a fait à l'époque? C'est un des problèmes. J'ai écouté hier soir le responsable de la prospective au ministère de l'Agriculture, qui était avant au commissariat au plan. Je veux dire, les organes de prospective qui sont très près du gouvernement, et en particulier de la partie politique du gouvernement, ce qui n'est pas le cas du ministre de la Recherche, ils sont obligés de dire des choses qui sont audibles par les politiciens et par ceux qui les aident à se faire élire, donc, pour le dire de façon discrète. Alors, depuis cette publication, il y a des problèmes importants qu'on n'avait pas très bien identifiés à l'époque et qui se sont manifestés. On avait prévu qu'il y aurait des crises financières graves, donc entre 2010 et 2020, puisque notre scénario, c'est entre 2010 et 2020, il y a vraiment un changement qualitatif, c'est-à-dire qu'on se rend compte que la course au profit et tout ça ne permet pas de résoudre les problèmes de la planète, et on est obligé de passer à autre chose, et notamment à des grands programmes structurants qui vont permettre d'organiser la vie autrement. Il y a une question qu'on n'avait pas bien vue à l'époque, qui est celle des monnaies. Depuis, j'étudie un petit peu le passé, je me suis aperçu notamment à l'époque de Philippe le Bel que l'unification des monnaies, qui est un grand rêve des monétaristes, puisqu'aujourd'hui on est quasiment dans une unification monétaire, puisqu'il y a différentes monnaies sur la planète, mais elles sont toutes interchangeables. Donc, et cette unification favorise les prédateurs. Et donc on a des énormes concentrations de richesses et simultanément un appauvrissement des couches les plus pauvres jusqu'à menacer leur survie. Et cette question ne peut pas être résolue avec un système qui unifie les monnaies. Il faut penser à des monnaies complémentaires qui permettent de reconstituer des auto-approvisionnements locaux. Alors dans certains cas, comme en Suisse, ça se présente sous la forme du VIR, qui existe depuis 70 ans, c'est-à-dire une monnaie interentreprise. Dans d'autres cas, au Pays Basque, c'est l'Eusko, qui est une monnaie locale. Vous avez ce qui a été fait par Bernard Liétard dans la ville de Gand. Donc, puis vous avez un mouvement, effectivement, dans la direction des monnaies complémentaires, comme on dit aujourd'hui, qui permet peut-être un peu d'espoir, mais je termine en disant que quand même nous sommes dans une civilisation qui est en grand danger. Oui, alors ça c'est un point extrêmement important parce que c'est aussi quelque chose qui rejoint. Vous avez rencontré Thérèse Lebrun et Pierre Giorgini, et on a la chance d'être dans une université qui pose la question de l'économie, mais pas simplement de l'économie dans le cadre de l'économie classique, mais l'économie dans le cadre d'une réflexion anthropologique beaucoup plus large. Et vous êtes une des rares personnes au monde à poser aussi ce type de questions. Donc bienvenue au club, en quelque sorte. Et je pense que ça va être un sujet majeur. Comment vous verriez l'organisation de cette réflexion, qui est aussi très chère à Jacques Attali, mais aussi à un certain nombre d'économistes aux États-Unis. Enfin, je pense que là, il y a une sorte de réveil des économistes qui sont en train de se rendre compte que peut-être qu'il est temps de questionner les fondamentaux, l'épistémologie, les bases mêmes de l'économie. Comment vous voyez cette question aujourd'hui, puisqu'elle est à la fois là et en même temps elle prend une ampleur beaucoup plus grande même que tout ce qu'on aurait pu imaginer?
Mon collègue Pierre-Noël Giraud vient de sortir un livre qui s'appelle « L'homme inutile », dans lequel il montre à quel point l'évolution économique contemporaine marginalise les humains et donc ne remplit pas. Des humains qui vont bientôt être remplacés par les robots. Alors ça, c'est un de nos grands sujets d'exploration, c'est le transhumanisme. C'est un des points que soulève Pierre-Noël Giraud. Bon, ça, c'est une question importante, mais du point de vue de l'expérimentation d'autres formes monétaires, celui qui a le plus exprimé cette question, c'est Bernard Liétard. Qui a d'ailleurs participé à la création de l'euro. Qui a participé à la création de l'euro. Un inconnu total. Qui a fait une monnaie complémentaire dans la ville de Gand, et puis qui a fait un peu le tour de ce qu'on pouvait faire au Japon, en Amérique latine, etc. Et il y a aussi en France un autre auteur qui a très bien saisi la question, qui s'appelle De Ruder, Philippe De Ruder, qui est lui-même un entrepreneur. Donc on a un mouvement d'opinion qui commence à se cristalliser. On le voit d'ailleurs dans le film qui s'appelle Demain, où il y a qui a eu beaucoup de succès. Totnes, d'une part, le Vire suisse, d'autre part. La réflexion de Bernard Liétard est assez profonde parce qu'il introduit un calcul des probabilités qui donne un autre fondement à la conception des monnaies. Mais pour l'instant, je dirais ceux qui dirigent les affaires monétaires, c'est-à-dire les banques centrales, plus la communauté financière qui tourne autour de Wall Street et des grandes places, a vraiment du mal à accepter même l'idée que l'on puisse ralentir la question. Par contre, ils se précipitent vers blockchain, voire le Bitcoin, avec l'idée que ça va leur permettre de court-circuiter encore davantage les systèmes officiels, c'est-à-dire à sortir en quelque sorte de la tutelle des États, de la démocratie. À ce moment-là, on va vers un dispositif où, en quelque sorte, la destinée n'est plus entre les mains de ceux pour qui on a voté. Elle fonctionne sur d'autres bases. Alors, c'est pas nouveau, il y a eu d'autres exemples dans l'histoire, mais en général, ça ne s'est pas très bien terminé. Alors, l'économie n'est qu'une des grandes questions qu'on va explorer. Il y a effectivement la question du futur des technologies, il y a la question du futur du social, du lien social, de la manière dont on intègre les plus pauvres, les plus démunis dans cette société future. Il y a la question, bien évidemment, immense du développement durable, enfin de l'écologie ou des espèces animales, de la biodiversité, qui est tout de même un des immenses enjeux, qui est d'ailleurs caché derrière le réchauffement climatique, mais qui est peut-être encore plus grave, plus important, plus décisif encore que le réchauffement climatique. Il faut y rajouter la question des sécheresses. La question de l'eau, des sécheresses. Les sécheresses vont sans doute engendrer plusieurs centaines de millions de migrants au XXIe siècle. Alors on voit derrière ces grands enjeux la nécessité de ce que vous avez évoqué. Alors on arrive vers la fin de la vidéo, mais effectivement on ne peut pas ne pas parler de ça, mais en le laissant ouvert, les grands projets planétaires structurants qui permettraient éventuellement de passer au siècle futur à 2200. Voilà. C'est quoi ces grands projets? Peut-être juste les énumérer. Il y en a une douzaine. Donc, un exemple des plus vibrants, des plus importants aujourd'hui. L'espace, déjà, la conquête de l'espace qui est essentielle. La conquête spatiale. Il y a le système de communication mondial qui aujourd'hui... Au-delà d'Internet. Oui, mais aujourd'hui, il y a 45% de l'espèce humaine qui est connectée. Il faut passer à 80%, donc c'est pas mal. Il y a les cités marines. Les cités marines pour résoudre le problème de la limite. Et puis l'un des grands projets que nous essayons de faire connaître et de prévaloir, c'est ce qu'on appelle jardin planétaire. C'est-à-dire non plus l'homme exploitant la nature, mais l'homme soignant la nature. Oui, se réinsérant dans la complexité. Et là, on est complètement
artistique aussi. Voilà. Un jardinier, c'est un artiste. Alors on va avoir 2 colloques importants. L'un qui sera à Cerisy, c'est Sens de la vie, sciences de l'information, hein, du 17 au 23 septembre de cette année. Et puis l'autre en octobre, en fin octobre, qui se passera ici, avec l'Université catholique de Lyon aussi, de Lille et de Lyon. Hein. Dans l'Université catholique de Lille, mais avec l'Université catholique de Lyon. Qui sera une réflexion assez générale sur la prospective avec des chercheurs un peu de toutes les disciplines, sciences humaines aussi bien que sciences dures et techno. Merci Thierry Gaudin et à très bientôt pour ce colloque, 3e semaine d'octobre 2016.